Bonjour, je suis Antoine Brocard, thérapeute manuel depuis bientôt 20 ans. Je vous partage ma description originale et nouvelle du corps humain afin de vous aider à mieux le connaître, le comprendre et vous réconcilier avec lui. Aujourd'hui, je vais vous parler des muscles striés squelettiques, l'un des tissus du corps avec lequel je communique le plus pendant mes séances. Ce sont les véritables moteurs du corps. Par simplification, je les appelle également les vérins, car, pour schématiser, ils ont la capacité de se raccourcir ou de s'allonger, mais également de se bloquer. Nous avons environ 600 muscles. Je rentrerai dans le détail de leurs différentes caractéristiques dans des vidéos ultérieures. Nous pouvons diviser les muscles en deux groupes. Les muscles profonds, en lien avec la posture et l'équilibre, qui possèdent le plus de fibres à contraction lente, et les muscles superficiels, responsables des mouvements, qui, eux, possèdent les fibres à contraction rapide. Ces fibres diffèrent également en fonction de facteurs génétiques, des activités sportives et professionnelles, et également des traumas. Nous allons maintenant décrire ce qui se passe dans la physiologie des muscles pour ouvrir ensuite vers une vision plus globale du corps. Quand nous plongeons à l'intérieur de muscles, nous arrivons jusqu'aux fibres musculaires ou myofilaments qui reçoivent l'arrivée des potentiels d'action, l'électricité du corps, via les neurones moteurs. On définit une unité motrice, le lien du neurone moteur avec les myofilaments. De 3 myofilaments par unité motrice pour les muscles des yeux à 1000 myofilaments pour les muscles des cuisses. Décrivons ce que l'on appelle le réflexe myotatique. À l'intérieur des muscles, il y a des capteurs musculaires qui permettent, quand ils sont excités, de déclencher une réponse par la contraction d'une unité motrice. Cette boucle monosynaptique la plus simple est à la base du fonctionnement de nos muscles. Il est important de se dire qu'il y a des centaines, des milliers de ces boucles par muscle et que toutes ne sont pas déclenchées en même temps lors d'un mouvement. Je vais vous expliquer cela avec ces deux graphiques. Pour un mouvement normal, nous partons de la tension minimum du muscle qui s'appelle le tonus musculaire. Si on veut soulever un poids avec notre bras, le biceps va se contracter. Durant tout le mouvement, les unités motrices vont être stimulées. Pour que le mouvement soit harmonieux et non saccadé, il va y avoir un ajustement constant, comme une discussion, entre les capteurs musculaires et les unités motrices. À la fin du mouvement, le muscle retrouve son tonus musculaire de base. Même graphique, mais pour un mouvement à force maximale, quand notre vie est en danger. Le plus possible d'unités motrices vont être recrutées. Quand le danger est éloigné, le mouvement s'arrête. J'explique pourtant qu'une partie des capteurs et des fibres musculaires vont rester recrutés. La nature étant bien faite, je pense que cela a été prévu pour être encore plus efficace si on vit à nouveau ce traumatisme, cette agression sur le corps. Donc, il reste un reliquat de tension sur le muscle pour plus tard. La question que je pose, est-il vraiment intéressant de maintenir les muscles en vigilance pendant des années pour revivre exactement le même traumatisme qui n'arrivera peut-être jamais ? Passons maintenant à une vision plus large du corps que j'ai appelée 3D. Si à la suite d'un traumatisme, les quadriceps ont un reliquat de stimulation avec une vision posturale, c'est-à-dire de l'homme debout, les autres muscles devront s'adapter, compenser ce que les quadriceps font en trop ou bien en pas assez. D'où l'importance d'avoir une vision globale du corps, avec une réflexion sur les chaînes musculaires, dans leur compréhension physiologique, c'est-à-dire dans le fonctionnement normal du corps, mais également réfléchir à l'influence d'un traumatisme sur leur fonctionnement. Prenons maintenant l'angle neurologique, comme je vous le présentais dans la vidéo précédente. Nous avons l'ordinateur central avec la moelle épinière, socle du système nerveux central, puis la continuité avec les nerfs et le système nerveux périphérique. Donc, les fibres musculaires et les récepteurs sont restés actifs pour être prêts pour un éventuel nouveau traumatisme. Malheureusement, les capteurs envoient une information de mauvaise qualité au cerveau.
Cette information sera plus fréquente et non pertinente par rapport aux milliers d'autres informations que reçoit le cerveau. Cela va le perturber et le mettre à terme en surcharge, en stress. Donc, les ordres qu'enverra le cerveau aux milliers de petits moteurs du corps ne seront pas optimum. Cela va surcharger d'autres muscles qui se fatigueront pour effectuer des actions parasites ou non nécessaires, et on rentrera dans un cercle vicieux. Allons encore plus loin dans la réflexion avec ce que j'ai appelé le concept 4D, qui comprend une vision avec le facteur temps et le cumul des traumas. Dans cet exemple, un enfant fait à 8 ans une chute de cheval sur l'épaule. Les muscles se seront contractés pour éviter la fracture. Mais certaines fibres resteront recrutées. À 25 ans, cette même personne fait une sortie de route avec tonneau. Ce coup-ci, une bonne partie des muscles de son corps va se contracter. Maintenant, à 40 ans, cette personne vient me consulter. Les deux probabilités de plainte de ce patient seront les cervicales et ou les lombaires en lien avec l'accident de voiture, ou bien une tendinite de son épaule droite en lien avec sa chute à l'âge de 8 ans, qui ne pourra plus être compensée par l'ensemble du corps car ces mêmes muscles se seront déjà fatigués par la tension due à l'accident de voiture. Je veux, avec cet exemple, vous faire comprendre la superposition des couches traumatiques qui peut exister dans nos corps et la difficulté que celui-ci a de faire avec jusqu'à la fatigue, l'épuisement, la douleur. Je vais vous partager maintenant mes solutions, mes routines théoriques de traitement. La plupart du temps, l'exercice est en position allongée, en ramenant les articulations dans la position du traumatisme. Je travaille avec deux grands axes de soins. Des postures actives longues de 15 à 20 minutes et parfois beaucoup plus. L'idée est d'avoir une contraction de faible intensité sur les muscles contracturés lors de l'événement traumatique. J'utilise également des postures passives où je viens en pression statique sur les muscles contracturés et j'y reste 3 à 5 minutes. Je pense que c'est la durée moyenne dont le corps a besoin pour que l'ordinateur central et la zone contracturée se mettent d'accord afin d'effectuer un reset de la contraction réflexe historique. Repartons maintenant sur une autre des bases du fonctionnement du système neuromusculaire, l'inhibition réciproque. Je vais rajouter une notion en plus du réflexe myotatique. En effet, quand un muscle agoniste se contracte, le muscle antagoniste, celui qui fait le mouvement opposé du muscle agoniste, va être inhibé. Cela va créer une détente musculaire de celui-ci. Je vais vous expliquer maintenant ce que j'appelle le réglage du parallélisme de fonctionnement d'un couple musculaire agoniste-antagoniste. Prenons donc un muscle contracturé, c'est-à-dire avec un reliquat d'unité motrice recrutée. Je propose comme exercice une contraction volontaire prolongée, une posture active. Ici pour le couple quadriceps ischio-jambier. Donc, quand le quadriceps se contracte pendant 15-20 minutes, une fatigue musculaire, voire une tétanie arrive, ce qui entraînera une diminution du tonus musculaire du muscle, comme si on effectuait une réinitialisation de celui-ci. Autre exercice possible, la contraction prolongée des ischio-jambiers, qui aura pour effet de les réveiller et de diminuer le tonus musculaire du muscle antagoniste, ici le quadriceps. Enfin, quand le couple quadriceps ischio-jambier aura retrouvé une meilleure harmonie de fonctionnement, la personne pourra retrouver une vie normale et effectuer les exercices habituellement conseillés dans la pratique de ses activités quotidiennes et sportives. Avec cette expression, je tiens à souligner que tant qu'une réinitialisation des couples récepteurs-moteurs n'est pas effectuée dans le corps, vouloir muscler ou étirer un muscle est à moyen et à long terme contre-productif. J'espère que vous appréciez les explications que je vous apporte sur le fonctionnement de votre corps
et surtout de son dysfonctionnement. Continuez à suivre les prochains épisodes et parlez-en autour de vous. À bientôt!